Benoît Galland l'a dit, pour lutter contre le harcèlement, il est important de parler du harcèlement. Mettre en place des choses pour améliorer le climat scolaire, c'est important, mais ça n'est pas suffisant. Et donc, il faut pouvoir mener des actions de prévention spécifiques. La prévention spécifique, c'est quand on parle du harcèlement, mais on est encore dans la prévention. On essaye de faire en sorte qu'il ne se développe pas et on met en place des outils pour qu'au cas où il se développerait, il ne puisse pas prendre d'ampleur. Pour lutter spécifiquement contre le harcèlement, beaucoup d'outils existent. Ici, nous avons choisi de vous en présenter quatre grandes familles d'outils. Le premier outil, c'est l'outil de l'animation. Alors l'animation, c'est un jeu pédagogique par lequel on essaye de faire prendre conscience à une classe, à des jeunes, d'un phénomène et des moyens d'en sortir. C'est important de sensibiliser les jeunes à la question du harcèlement scolaire parce que déjà, c'est les premiers touchés et ça leur permet aussi d'identifier des situations de harcèlement, d'avoir des espaces aussi pour en discuter, pour parler avec les adultes. Ça peut également aussi être important pour qu'on puisse leur donner les ressources pour qu'ils puissent savoir vers qui se tourner quand ils sont témoins, victimes ou même harceleurs, donc vers quel adulte se tourner au sein de l'école. Donc voilà, leur donner en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir comprendre ce que c'est une situation de harcèlement, pour pouvoir également aussi comprendre l'impact, les conséquences que peuvent avoir une situation de harcèlement et également vers qui se tourner. Dans les années passées, on a eu tendance à considérer que les animations pouvaient à elles seules résoudre le problème du harcèlement. On sait que c'est faux. L'animation, c'est un outil, c'est un temps dédié, c'est un moment important, intéressant pour les élèves, mais ça n'est pas là que se joue le changement de comportement, ça n'est pas là que se joue le changement de dynamique de groupe. La prise de conscience que les jeunes vont avoir à l'issue d'une animation doit être confirmée par des outils, par des procédures spécifiques de lutte contre le harcèlement, par exemple, dans ce cas-ci. Il existe beaucoup d'animations différentes pour sensibiliser les jeunes à ce qu'est le harcèlement et aux outils pour lutter contre. Et donc, vous trouverez des documents à télécharger à côté de la petite vidéo sur le site de LearnyBox qui vous permettront de pouvoir emmener dans vos classes si vous le souhaitez. Un deuxième outil très important, c'est de créer des groupes spécifiques dédiés à la lutte contre le harcèlement. Il y a deux groupes très intéressants à mettre en place dans une école. D'une part, ce qu'on appelle les cellules bien-être ou les cellules de lutte contre le harcèlement, et puis les jeunes ambassadeurs contre le harcèlement. Ce sont deux dispositifs qui peuvent aller de pair. En tout cas, il ne peut pas y avoir de jeunes ambassadeurs sans cellules bien-être. Il peut y avoir une cellule bien-être sans jeunes ambassadeurs. C'est important que toute l'équipe pédagogique et l'équipe éducative de l'école soit formée à la prévention du harcèlement et à la détection du harcèlement, mais nous formons une petite poignée de l'équipe éducative à l'intervention du harcèlement, parce qu'il existe des méthodes bien spécifiques d'intervention au harcèlement. Et donc la création d'une cellule bien-être, ce sont aussi des adultes volontaires parmi l'équipe éducative, donc tant les professeurs, les éducateurs, ou des personnes aussi du PMS également, qui sont formées à l'intervention. C'est aussi également des personnes ressources pour tout ce qui est harcèlement dans l'école, donc qui peuvent avoir des outils pour aider d'autres professeurs, qui peuvent mettre en place des projets de prévention. Donc voilà, c'est tout ça, une cellule bien-être. Le dispositif des jeunes ambassadeurs est un dispositif déjà mis en place en France et en Suède. Il y a eu des études académiques qui ont montré l'impact positif de ce dispositif. Donc les jeunes ambassadeurs, ce sont un groupe de jeunes qui seront un petit peu des référents harcèlement au sein de l'école, parce qu'on sait aussi que pour les jeunes, c'est plus facile d'aller parler à d'autres jeunes qui peuvent mieux comprendre leur situation que d'aller parler à des adultes. Leur mission va être d'être à l'écoute d'autres jeunes, et donc on les forme à écouter, à des entretiens individuels, à comprendre et détecter des situations de harcèlement. Et donc quand d'autres jeunes qui sont victimes, témoins ou peut-être même harceleurs mais qui voudraient sortir de cette dynamique de harcèlement, souhaitent recevoir une écoute, ils peuvent se diriger vers des jeunes du groupe des jeunes ambassadeurs. Ils peuvent recevoir une écoute, un soutien, peut-être des conseils
ou un accompagnement aussi vers des membres de la cellule bien-être. Donc les jeunes ambassadeurs sont des jeunes choisis de manière volontaire au sein de l'école, à partir de la 3e primaire jusqu'à la fin de la réto. On essaye d'avoir des jeunes de toute origine différente, une parité aussi entre les sexes, d'âges différents, donc il y a une bonne mixité parmi les jeunes ambassadeurs. Pour moi, un jeune ambassadeur, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute des personnes qui ont besoin de se confier, pas spécifiquement leur donner des conseils pour essayer de s'en sortir, mais vraiment être une oreille pour les aider et être moins intimidant qu'un adulte. Pour moi, les jeunes ambassadeurs, c'est une organisation au sein de l'école qui va permettre aux personnes victimes de harcèlement, aux auteurs et aux témoins de venir nous parler et on pourra relayer l'information à des personnes formées pour éviter que ça continue et ça se reproduise. C'est vraiment apporter un soutien et avoir un point de chute pour les gens qui subissent du harcèlement, pour pouvoir se référencer à une seule personne et pouvoir vraiment parler comme si on était des copines et parler un peu ouvert. Pour nous, les jeunes ambassadeurs, c'est des jeunes volontaires qui sont là du coup pour pouvoir les aider, les encourager et être là pour eux. On va essayer d'aider un maximum ceux qui ont des problèmes, pas uniquement sur le harcèlement, juste quelqu'un qui aura besoin de parler et essayer de l'aider si on sait et évidemment de le renvoyer vers un adulte compétent qui va pouvoir mieux l'aider et histoire que son problème se règle, quoi. Au fil du temps, on constate que 2/3 des jeunes qui font partie de ce dispositif des jeunes ambassadeurs ont été ou sont victimes de harcèlement. Et l'engagement au sein des jeunes ambassadeurs permet de se réparer, de se reconstruire également. Et on constate également que 10% des jeunes ambassadeurs ont été ou sont auteurs de harcèlement. Et cet engagement aussi permettrait de réparer le mal qu'ils ont fait. J'ai une amie qui s'est allée super loin, elle est en hôpital psychiatrique pour l'instant, et donc ça me touche vraiment de près. Et j'ai fait partie de groupes qui sont restés spectateurs et je veux vraiment avoir des clés pour pouvoir intervenir et pas laisser ça et que ça s'aggrave dans le futur. En fin de primaire, c'était des moqueries répétitives, ce qui au final n'est pas, c'est pas la pire forme de harcèlement, mais ça reste quelque chose de relativement marquant. On a été formés par des formateurs. On nous a donné des clés, des exemples, on a fait des mises en situation pour voir si on gérait ce qu'on pouvait dire, utiliser les bons mots pour éviter de créer un froid ou perdre le lien avec la personne. Ça nous permet aussi de voir un peu l'envers du décor, comment se sentent aussi les harceleurs, ceux qui sont harcelés, les témoins, pouvoir comprendre la problématique qu'il y a derrière, du pourquoi on harcèle, du comment on s'en sort, et puis pour pouvoir guider les autres. En majorité, c'est vraiment aider et pouvoir aider les autres à continuer là où nous, on aurait peut-être aimé avoir de l'aide. Ça m'a aidé. Déjà, j'ai beaucoup moins de disputes maintenant, parce que je prends vraiment du recul et je retiens, je ne déforme pas ce qu'on me dit. Je redis exactement au mot près. Même quand mes copines viennent me parler ou quoi, je vois d'un autre point de vue ce qu'elles me racontent et j'arrive vraiment à plus les aider qu'avant. Je suis quelqu'un de très stressé, donc quand je vois que je peux aider d'autres personnes, ça me fait plaisir et je me sens utile. Dans mes jobs étudiants, j'aimerais bien travailler dans les plaines de jeux. Et je pense qu'en travaillant avec des jeunes, etc., c'est ultra utile. Et même dans le milieu professionnel plus tard, savoir repérer quand quelque chose se passe pas bien, qui n'est pas normal, et intervenir directement et pas laisser ça s'empirer. On n'en parle pas souvent sans l'intervention générale justement d'une ASBL comme ici, parce que c'est quelque chose qui en général va être caché justement. Donc
c'est présent, c'est juste qu'on ne le sait pas forcément. Et c'est dommage, parce que ça doit s'arrêter en fait. Et si on ne le sait pas, on va rien mettre en place pour l'arrêter. Je dirais que c'est, comme j'arrête pas de dire, c'est un soutien psychologique, donc ça peut vraiment améliorer les études d'un élève qui s'il est en situation de harcèlement, va se sentir mal et du coup va peut-être décrocher ou juste avoir une baisse de points parce qu'il n'est pas bien, il ne va pas forcément bien étudier, bien être à fond dans son travail, tandis qu'un élève qui est vraiment bien psychologiquement va pouvoir se mettre à fond dans ses études et réussir. Je dirais ce que ça m'a apporté et ce que ça pourrait apporter aux autres, expliquer que ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qui est dans le vent, c'est vraiment quelque chose de concret et qu'on est soutenu et qu'on est tous ensemble pour se supporter les uns les autres et pouvoir demander conseil. C'est très intimidant de venir se confier à un adulte et je pense qu'il y a des personnes qui seraient plus en confiance de venir nous parler à nous et ça mettrait, vu qu'on cherche une école bienveillante, etc., ça mettrait une ambiance plus bienveillante, posée, etc. dans l'école. Les profs ont l'air hyper motivés et nous, en tant que jeunes ambassadeurs, on est tous hyper motivés pour faire stopper le harcèlement et pouvoir être à l'écoute. Donc pour moi, ça présage que du bon dans la suite. Un autre outil très important de prévention spécifique, c'est ce qu'on appelle le protocole d'intervention d'urgence. C'est un document qui est élaboré avec le PMS, mais aussi avec le PSE, la promotion de la santé à l'école, avec les AMO, les associations qui travaillent habituellement avec l'école. Et c'est un document dans lequel on va lister toutes les choses que l'on ferait si jamais se passait un événement grave lié au harcèlement. Ça peut être un protocole d'intervention qui s'étend au-delà du harcèlement. On a des écoles qui décident de mettre en place un protocole d'intervention en cas d'événements graves, comme le suicide d'un parent ou un attentat, en espérant que ça ne serve jamais. Mais c'est important de se poser des questions. Ça n'est pas au moment où l'événement se produit qu'on est en capacité de réfléchir à tout ce qu'on doit faire. Et donc, il est important de pouvoir le préparer. Imaginons, dans la pire des situations, imaginons qu'un jeune réussisse une tentative de suicide, ou ne la réussisse pas même, qu'un jeune atteinte à ses jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qui prend contact avec la famille? Qui va passer dans les classes pour donner une information fiable, pour couper court à la rumeur? Qui va commencer à travailler avec les jeunes pour leur permettre de déposer la parole sur ce qui leur est arrivé? Qui va réunir les parents pour leur expliquer ce qui s'est produit et ce que l'école va mettre en place? Qui va communiquer à l'extérieur de l'école? Parfois la presse peut s'en mêler. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Toutes ces informations, tous ces éléments doivent pouvoir être envisagés à l'avance pour que le jour où ça se produit, et on espère tous de tout notre cœur que ça ne se produise jamais, pour que le jour où ça se produit, on soit préparé. Et donc le protocole d'intervention d'urgence, c'est quelque chose de très important à mettre en place avec tous les acteurs de l'école et même les acteurs parascolaires. Un quatrième outil de prévention spécifique très important, c'est la formation des parents. Pouvoir expliquer aux parents ce qu'est le harcèlement, bien sûr, mais aussi comment en parler à son enfant, de manière préventive. Comment dire à son enfant que si jamais il devait être pris dans une situation de harcèlement en tant que victime, en tant que témoin ou en tant qu'auteur, on ne serait pas fâché, en rage, déçu ou triste. On serait là pour l'écouter et pour l'accompagner au mieux. Apprendre aux parents à ouvrir le débat, ouvrir la discussion là-dessus, c'est quelque chose de fondamental. Leur donner aussi des clés pour repérer cette situation chez leurs jeunes. Permettre aux parents de voir, de diagnostiquer un changement de comportement inquiétant chez son enfant. Tout ça, ce sont des outils de prévention spécifiques qui vont vraiment permettre de détecter les situations de manière précoce et de pouvoir les traiter de la meilleure manière possible en collaboration avec les parents. Nous constatons dans les contacts que nous avons quasiment tous les jours sur ces situations de harcèlement que des parents, même très fortement informés et pouvant donner une définition précise d'une situation de harcèlement, n'oubliant pas la réitération, les témoins, etc., sont totalement désemparés quand ils ont à faire face à ce que leur enfant a vécu ou est en train de vivre. Et ça, c'est quelque chose qui
qui interroge. C'est qu'en fait, il y a la définition, je dirais, générale du harcèlement. On parle dans notre société de plus en plus de harcèlement, mais aucun parent n'imagine que son enfant puisse être la victime du harcèlement, l'auteur du harcèlement ou le témoin du harcèlement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut encore travailler, c'est que ça peut arriver à tout le monde. La plupart du temps, les premiers auxquels ils s'adressent sont les responsables de l'école dans laquelle la situation de harcèlement surgit. Dans beaucoup de cas, l'école ne sait pas trop comment réagir. Si elle n'a pas prévu un plan pour lutter contre violence et harcèlement au sein de ses murs, l'école va parfois réagir un peu à côté de la plaque. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on va conseiller par exemple le changement d'école aux parents. Mais ce n'est pas répondre à la situation et ce n'est pas répondre à la demande des parents. Donc souvent les parents sont désemparés. Alors il y a des écoles qui soutiennent, et heureusement, notre système scolaire n'est pas un système trop malade, donc il y a des enseignants qui soutiennent les parents, mais il y a encore des écoles qui sont dans la minimisation des situations, et ça c'est parfois très très difficile à entendre, de dire « mais non, ce sont des jeux d'enfants » ou bien « mais non, vous savez, c'est simplement une petite dispute ». Non, mon enfant souffre, ça fait des mois, et enfin il met des mots, mais ces mots demandent que nous, adultes, ensemble, partenaires de son éducation, nous réagissions pour son bien et pour le bien des autres. Parce qu'il ne faut pas non plus que l'école ne se focalise que sur l'enfant harcelé. Il faut que l'école puisse prendre en compte toutes les dimensions de la situation de harcèlement. Et je crois que la première aide, c'est que ce soit clarifié et que les choses soient claires et qu'elles soient dites. La deuxième aide, c'est que dans les écoles, on prenne ces situations de harcèlement et, je dirais, la possibilité de harcèlement au sérieux et qu'on mette en place éventuellement des structures qui permettent aux jeunes de libérer la parole. Troisième aspect, c'est que l'on m'intègre, moi, parent, dans la solution et qu'on ne me propose pas une solution toute faite. À l'UFAPEC, nous recevons vraiment très régulièrement des plaintes de parents ou des demandes d'associations de parents d'essayer de traiter ces questions de harcèlement, d'aider à penser ce qui peut être fait. Et donc nous essayons d'y répondre au mieux. Ce qui arrive chez nous, ce sont vraiment des situations de parents qui n'ont pas trouvé de porte ouverte. Ce que nous constatons, c'est qu'il faut vraiment que les portes s'ouvrent sur ces situations. Parce que les parents sont partenaires de l'éducation de leur enfant. Les parents sont partenaires de l'école. Et nous sommes persuadés que quand ce partenariat se vit positivement, quand parents et école, quand école et famille peuvent se parler positivement, en confiance, dans la bienveillance, en fait, les choses se passent mieux pour tout le monde, pour les équipes pédagogiques et éducatives, pour les parents et surtout pour les enfants, pour les élèves. Et c'est ça qui importe.